Hello, voici les livres que je vais proposer à mes enfants, parce qu'ils vont choisir ma prochaine lecture. Soit ce sont des livres dont j'ai déjà fait les photos avec des décors d'automne, citrouille et tout, alors que nous on est déjà passé à la maison en mode Noël. Donc là on a la photo avec des citrouilles, photo avec des citrouilles, photo avec des citrouilles, photo avec des citrouilles. Là et là, c'est le cas aussi. Pour celui-ci, la photo est faite, mais avec des fleurs, genre photo de printemps, quoi. Et là, ce sont 3 achats à Noir-sur-Ormesson. Pas de photo, pour l'instant. Mais ils me tentent bien. Voilà, donc je vais leur proposer tout ça, puis on va voir. Alors, je suis à côté du sapin, hello hello le sapin, et je prépare des photos de Noël. Alors, je fais de moins en moins de séances photos maintenant, et du coup, je fais pas mal de livres. Voilà, donc j'ai vraiment là des livres prévus sur les 3 voire 4 prochaines semaines que je vais prendre en photo. Ensuite, je mets mes livres ici. Donc là, ce sont les livres avec des photos de saison. Donc quelques photos de Noël, il n'y en a pas beaucoup et fait rapidement. Sinon, ce sont les photos que j'ai faites ici, ce sont des photos d'automne. Et dans cette bibliothèque-là, on a tous les livres qui... non, en haut, c'est les livres de mon mari. Tous les livres que j'ai à lire et qui sont déjà pris en photo, mais pas forcément avec des photos d'automne. Donc, photos un peu passe-partout ici. Ici, photos vraiment d'automne. Là, photos vraiment de Noël. Donc, j'ai essayé vraiment de mettre ici des livres que je dois lire. Hein, parce que sinon, je vais me retrouver encore avec plein de photos de Noël sur les bras. Et c'est très agaçant. L'année dernière, je viens de regarder là, l'année dernière, je me suis retrouvée qu'avec une seule photo d'un livre que j'ai mis dans une décoration de Noël, et qu'une seule photo que j'ai faite en trop, d'un livre que je n'ai pas lu, et il s'avère que c'est un livre de Noël, c'est une comédie romantique de Noël. Donc, pas de souci, parce que ça le fait bien. Là, par exemple, je vais prendre en photo un Agatha Christie, mais il y en a d'autres, hein, des polars et tout ça. Bon, bah, rien à voir avec la période, c'est juste que j'ai envie de lire ce livre à cette période-là. Donc, si je ne lis pas le livre à cette période-là, alors que j'ai fait une photo de Noël, bah, la photo sera à refaire, parce que là, clairement, hors saison, quoi. À la limite, les citrouilles, les photos d'automne, je peux peut-être les repasser à une autre période, mais alors là, les photos Noël, non, c'est que pour Noël. Voilà la première scène que j'ai préparée. Je changerai après eh bien, les livres au fur et à mesure. Et je vais préparer plusieurs scènes parce que sinon ce sera toujours la même sur le mois de décembre. Ce sera un petit peu pénible. Enfin, ça rendra pas super bien à force d'avoir toujours le même visuel. Voilà. Donc pour l'instant j'ai préparé ça. Ensuite je vais tenter de faire une photo en carré. Je vais regarder. Ça se trouve, parce que là moi j'aime bien, hein, sinon je tenterai pas de faire la photo. Ça se trouve je vais faire la photo, ce sera moche, donc il va falloir que je réarrange des choses. Et voilà, et puis une fois que j'ai la scène, et ben je change les quelques photos. J'ai prévu de faire des photos de... Donc là il y a le Agatha Christie, il y a à côté 2 livres. Ça fait quoi du coup? Ça c'est un livre de ma grande, elle m'a dit je l'aime trop, faut le prendre en photo. Donc on est à la 5... 10, 15, 17 livres, c'est beaucoup 17 quand même. Donc ouais, ce serait bien que je fasse quand même plusieurs photos. Et dans ces cas, enfin plusieurs scènes. Et dans ces cas-là, donc là j'ai préparé un mug avec du thé. Et j'ai un autre mug, on le voit à l'envers. Voilà, j'ai un autre mug ici avec du thé aussi. En fait, d'ailleurs c'est quoi? Ah non, c'est un vieux truc... mon photo est un peu sale. Je prépare une théière avec du thé et
Et du coup, je remplis 2 ou 3 mugs selon. Comme ça, je change les mugs. Comme ça, on a l'impression que les photos, elles sont plus différentes. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand je change de scène, bah, en fait, je vire tout. Et je réarrange. Parce que si je laisse des trucs, bah, on voit, enfin, ça se voit que c'est la même scène, quasiment. Donc, j'essaie vraiment de... Enfin, il faut au maximum que j'enlève tout ce que j'ai mis. Et je recommence, comme si je recommençais à zéro. Voilà, c'est ma petite technique pour éviter de faire des photos tous les jours parce que je ne peux pas faire des photos tous les jours. Voilà. Alors j'ai voulu me mettre pour faire des photos et donc sur les vitres, bon on a une terrasse qui est pas terminée parce qu'on a juste, on mettra un jour du carrelage dessus, hein, on est emménagé il y a que quelques mois. Donc sur les vitres on a mis, vous voyez, des étoiles et tout ça. En fait au moment de faire les photos, donc je vous ai montré la scène et tout, je me lève, je vais pour m'installer pour prendre la photo, donc j'essaye de bien me mettre et tout, et vous voyez dans le mug là, extra, du coup on voit l'étoile. Alors c'est jamais évident les mugs parce que comme dedans il y a du thé, en fait selon ce qui se passe dehors, on peut le voir on peut avoir justement une moitié de, vous voyez quand c'est moitié comme ça c'est pas très beau, mais là il y a enfin je veux dire il y a moitié quelque chose de foncé, puis moitié quelque chose de clair. Enfin bref, il y a un truc qui va pas. Mais en fait, comme il y a l'étoile, je trouve ça trop rigolo. Voilà, donc des fois, il y a des petites surprises. Je pense que je vais laisser ma scène comme ça. Alors que je me remette... Voilà, je vais la laisser comme ça. Puis on va dire que c'est bien. Et puis je vais faire quelques photos comme ça. Hello, on se retrouve un petit moment après les débuts de vidéos, etc. Donc la maison est passée en mode Noël, comme vous avez pu le voir. Et donc on a mis 2 sapins cette année. En fait on a une maison qui est plus grande que celle qu'on avait avant. Alors on pourrait se dire c'est logique quand on déménage, oui mais en même temps on s'est vraiment rapproché de Paris, donc c'était pas gagné d'avoir plus grand et plus proche de ce qui nous intéressait. Voilà, enfin bon, notamment c'est parce que je me rapproche du travail. Je travaille juste à côté de Paris, donc voilà. Et donc on a même plus grand, donc ce qui est très bien, ce qui est parfait. Et du coup, bah, la salle à manger est plus grande. Et quand on a commencé à mettre les décorations dans la salle à manger, nos décorations habituelles des années d'avant, de notre maison d'avant, j'ai trouvé ça très vide, d'autant plus que plus je vieillis et plus je cherche, je suis attirée, j'aime les décorations de Noël très chargées. Voilà. Alors Instagram n'y est pas pour rien, hein, parce qu'on me suggère beaucoup de posts, beaucoup de photos de sacrées décorations d'intérieur, certainement de maisons américaines, je pense. Donc voilà, tout ça, ça me donne envie, et donc ça me donne envie d'en avoir encore plus. Donc là, on a fait beaucoup d'achats pour étoffer, et donc on a un sapin, et celui-ci, ouais, je vais pas dire qu'il touche le plafond, mais bon, il est pas loin, il est très haut, c'est un faux sapin, hein, qu'on avait déjà depuis 3 ans. Ça doit être la 3e fois qu'on le met, je pense. On a acheté plein de boules en plus, rouges et dorées. Et on avait le sapin qu'on avait avant celui-ci, c'était aussi un faux sapin qui était plus petit. Et on l'a mis juste à côté. En fait, on a une entrée salle à manger et ça nous fait vraiment une très grande pièce, mais je m'en rendais pas compte. Voilà, je m'en suis rendu compte, oui, la première semaine où on a emménagé là. En plus, comme je télétravaille, je veux dire, ma maison, je m'y suis très vite habituée. Et du coup, bah, et puis en plus, on a changé des meubles, donc je peux même pas dire, bah, quand on met nos meubles dans la salle à manger, ils sont tout perdus. Bah non, en fait, enfin si, notre table de salle à manger, qui était extrêmement grande dans notre premier appartement il y a une dizaine d'années, c'était quand, il y a 15 ans, dans notre appartement, il faisait combien notre appartement? Je sais plus, 60 mètres carrés peut-être, et du coup la table, l'appartement complet, hein, pas que la salle à manger. Donc notre grande table de salle à manger paraissait vraiment très très grande dans cette salle à manger. Et puis bah là maintenant c'est vrai qu'elle est petite, hein, elle prend
ouais, elle prend pas beaucoup de place. Mais on a acheté un énorme canapé qu'on n'avait pas avant. Donc voilà, tout ça, je l'ai oublié. Et c'est là, quand on a tout sorti, je dis, mais en fait, si on ne décore la maison qu'avec ça, ça va être d'une tristesse. Donc on a réussi à caler un deuxième sapin, donc ça c'est cool. Et puis comme on a acheté, je sais plus combien on a acheté de boules de Noël, on en a peut-être 150, un truc comme ça. Donc bah, il fallait bien garnir 2 sapins. Puis en l'occurrence on a mis beaucoup de décorations. Puis j'ai acheté des petits trucs, des nœuds de Noël et tout. Mais bon après c'est un budget aussi, donc il a fallu se limiter. Les nœuds là, alors ils sont sympas, mais moi j'aurais voulu des trucs énormes et tout. Et beaucoup, mais c'est bon. Voilà, donc c'était ma parenthèse décoration de Noël. Bon sinon, grosse cerne parce que je ne dors plus. Alors ça m'embête parce que j'en ai marre de dire que je dors plus. Voilà, mais en même temps, je peux pas le cacher quoi. Et ça m'ennuie vraiment beaucoup. Je peux pas faire comme si de rien n'était. Enfin, vous voyez, enfin c'est pas possible. Je peux pas. Et pourtant là, j'ai de l'anti-cerne et du fond de teint dessus. Enfin non, c'est pas du fond de teint, c'est de la crème teintée, mais ça m'ennuie, ça m'ennuie vraiment beaucoup. Parce que déjà, ne pas dormir, c'est pas rigolo. Mais le fait en plus c'est que j'ai l'impression d'arriver, là en vidéo, mais même n'importe où, et de mettre mes problèmes personnels directs comme ça m'agace. Voilà, et bah écoutez, maintenant on va peut-être y aller. Hein. Oui, je porte ce pull aussi que j'avais tricoté l'année dernière. Mais en fait, je peux plus vous donner d'informations parce que je me rappelle pas. Puis en même temps, on est dans un vlog lecture et pas dans un vlog tricot. Sinon, en bas, là, dans la barre d'infos, vous avez mon compte Ravelry. Vous pouvez aller regarder. Je me rappelle plus du tout du nom du pull. C'est pas The Petite Knitteur. Ah, je peux vous dire que j'ai tricoté en... Ah la vache, non, je peux plus vous dire. C'est la même marque que la Let Lopi, mais c'est pas de la Let Lopi. C'est de la plus petite. Ah mais en plus c'est un nom, c'est de la laine islandaise. Non en fait, je ne peux vous donner aucune information sur ce pull. Je me demande si c'est pas The Petite Knitteur. Non, non, c'est pas celui-ci. The Petite Knitteur, on a fait un autre avec des renards, mais plus petit. Bon, si ce pull vous intéresse, allez sur mon compte Ravelry, vous aurez toutes les informations. D'accord? Voilà, maintenant c'est bon. On parle de lecture. En plus j'ai plein de trucs à vous dire, donc on ferme toutes ces parenthèses. Je commence par Noir sur Ormesson. Donc c'était samedi, c'était trop chouette. Un peu compliqué parce que comme je dormais pas, y aller en voiture c'était compliqué. Revenir alors qu'il faisait nuit, qu'il pleuvait et que je dormais pas, franchement je me suis fait plusieurs frayeurs. J'avais ma grande dans la voiture. Voilà. Je sais que j'aurais profité beaucoup plus du salon si j'avais pu avoir ne serait-ce que 2-3 nuits, au moins de 6 heures, quoi, et pas de 2 heures, ça m'aurait aidé, mais et voilà, donc j'ai eu du mal à tenir, hein, voilà. Et puis en plus, en fait, on est arrivé, il était 3h15, on a mis beaucoup de temps à trouver une place de parking. Alors on a mis du temps pour y aller, mais on a mis du temps à trouver une place de parking. Et puis, en fait, on est arrivé, moi j'avais une liste de trucs à faire et tout. Et on a l'impression, avec ma grande, qu'il s'est écoulé 1 heure et on avait même pas fait 1/10 de ce qu'on voulait. Oh, je voyais le temps qui passait. Le matin, on avait fait plein de trucs, justement pour décorer et tout. En fait, je m'étais dit, si j'ai un samedi vraiment où je bouge physiquement, parce que j'ai pas un travail où je bouge physiquement, j'ai un travail où je bouge intellectuellement, mais pas physiquement. Donc, je m'étais dit, bah peut-être que si je bouge physiquement, peut-être que j'aurai une fatigue différente et le soir, je dormirai. Donc j'avais essayé de bien blinder ma journée, ça a été un échec et j'ai très mal dormi de samedi à dimanche, hein, comme toutes les nuits précédentes. Et donc, du coup, en plus, je voyais plus le salon durait, plus j'allais rentrer tard, moins j'allais lire dans la journée, alors que j'avais pas du tout lu. Enfin, voilà, c'était, je sais pas comment c'est organisé, mais on a eu l'impression de perdre du temps. Et en même temps, bah, je sais pas, je peux pas vous dire. Donc, je sais pas comment on s'est débrouillé. Ce qui fait que ma grande aussi, au bout d'un moment, sa patience au bout d'un moment, elle peut tenir dans les salons et tout, mais je sais qu'à un moment, on arrive où elle en peut plus. Et du coup, là, faut aller à l'essentiel et voilà. Donc, parce qu'elle va commencer un peu à râler et tout. Donc, même si elle adore venir en salon, etc., je sais qu'il y a toujours cette phase-là. Donc, du coup, en plus, on a préparé le salon. Donc, moi, j'avais préparé les auteurs que je voulais voir. J'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur comment je prépare un salon.
si ça vous intéresse, parce que je prépare ça de façon très carrée, etc. Voilà, alors je le répète, c'est ma façon de fonctionner, je suis comme ça, j'attends pas de critique, c'est un partage, parce que ça va avec mon esprit, je suis comme ça, je suis peut-être pas très rigolote, je suis peut-être un petit peu trop rigide, mais alors pour moi, si vous voulez préparer un salon de cette façon-là, j'ai l'impression que tout est logique et que j'ai un puzzle qui se met en place et voilà. Donc j'avais bien préparé mon salon avec les auteurs que je voulais voir, j'ai lu des auteurs avant d'y aller, etc., etc. Et ma grande, eh bien, a aussi préparé le salon, mais alors ça a été très rapide. En fait, on a rangé sa bibliothèque dans l'ordre alphabétique d'auteurs il n'y a pas très longtemps. Jusqu'à présent, on avait rangé par maison d'édition. Et côté jeunesse, c'est assez naturel de ranger les livres par maison d'édition parce que c'est comme ça qu'ils nous sont un peu présentés. On a l'impression que la maison d'édition est écrit plus gros que le nom de l'auteur. Enfin, là, je vois par exemple à côté, j'ai ce livre d'Olivier Norek. Sur un livre jeunesse, on n'aurait jamais le nom de l'auteur écrit plus gros que le titre. Là, certes, ce qui peut faire vendre, c'est le fait que ce soit un Norek. Dans le cadre d'un livre jeunesse, ce qui va faire vendre, c'est l'illustration, c'est le titre, mais là, un comme ça, mais même, hein, enfin j'en ai plusieurs. Au passage, je vous dévoile ce que j'ai emmené ou acheté, mais là, c'est pareil, le nom de l'auteur, et pourtant, c'est pas un auteur ultra connu. Enfin, alors moi, en l'occurrence, j'ai découvert à Noir sur Meusson, mais bon. Donc, en fait, le côté jeunesse, on n'a pas conscience de nous. Alors, peut-être que vous, c'est différent, mais nous, on n'a pas du tout conscience de qui est l'auteur derrière le livre. Donc, en fait, c'est assez embêtant parce que, comme les auteurs jeunesse, souvent, écrivent dans plusieurs maisons d'édition pour des tranches d'âge différentes. On a des auteurs jeunesse qui vont écrire pour des enfants de 5 ans, des enfants de 8 ans, des enfants de 12 ans, des jeunes ados ou au-delà de 15-16 ans, etc. Et on a le même auteur dans plein de maisons d'édition différentes, avec des illustrateurs différents, des couvertures différentes. On n'arrive pas à voir que c'est le même auteur, sauf si on est en salon, qu'on regarde sa table et on dit « Ah, c'était vous, en fait !» Voilà. Donc ça, c'est assez... c'est assez agaçant, je trouve, de pas pouvoir faire le lien. Et puis aussi, bon, ma grande a énormément de livres. C'est vrai, quand on a rangé, on les a pas comptés, mais elle a plusieurs centaines de livres. Et sa sœur, c'est pareil, d'autant plus que sa sœur récupère les livres de sa grande sœur. Mon fils a fait un gros ménage. Il a gardé que les livres qui parlent de sport. Voilà, mais lui pour l'instant il est à la fois dans les Harry Potter et dans les mangas One Piece. Mais du coup pour ma grande on les a rangés comme ça, ce qui va aussi nous aider quand je me dis mais tiens si ce serait bien que ta sœur elle lise ce livre ou là je vais pas tarder, enfin elle est encore petite je pense ma dernière, mais il y a un moment donné je vais vouloir qu'elle lise Émile et les détectives. Bon, alors j'ai réussi avec ma grande, mon fils ça n'a jamais marché, peut-être que je tenterai avec ma dernière, ça marchera. Après ils font bien ce qu'ils veulent, mais j'avais tellement de bons souvenirs. Bon bah je sais que Émile et les détectives, si je veux le chercher, j'irai dans la chambre de ma grande. Et si je veux trouver le livre, et ben l'auteur c'est Erich Kästner, et ben j'irai à K et je le trouverai en fait. Ce sera plus simple que de regarder tous les livres. Je crois qu'il est chez Livres de Poche Jeunesse. Mais retrouver les livres de poche jeunesse quand on en rangeait par maison d'édition, c'était vraiment pas facile. Donc voilà, enfin c'est plus simple comme ça. Et en fait là, pour préparer un salon, ça veut dire qu'on a la liste des auteurs classés par ordre alphabétique. Voilà, c'est sur la page du salon quoi. Et là, on est allé dans sa chambre. Franchement, ça nous a pris 5 minutes montre en main. En plus, les auteurs, en fait, non. Ouais, alors ils étaient classés par ordre alphabétique, il y avait une photo des auteurs et en plus il y avait un petit bandeau jeunesse, si c'était vraiment dans la partie jeunesse. Oh là, du coup ça permet d'aller très vite aux auteurs jeunesse, de dire, alors telle autrice, ouais t'as, Anouk Filippini, oui il y a les influenceuses, ok on prend. Il y avait Nathalie Sommers, alors Nathalie Sommers c'est une autrice qui nous a surprise quand on a rangé la chambre de ma grande, parce que justement en fait on a fait des tas par lettres en fait, et on a fait des tas par lettres et on s'est retrouvé avec plein de Nathalie Sommers. On s'est dit, bah, en fait, on n'avait jamais fait le lien. Donc, elle a écrit Les Cousins Holmes et on avait pris aussi un livre qui s'appelle Nul en maths et elle est l'autrice. Et il y en a d'autres, enfin, ça, ce sont les deux qui m'ont marqué, mais il y en a d'autres qu'on a à la maison. Et voilà, enfin, c'est assez rigolo. Donc, du coup, bah, on a pris des livres comme ça qu'on avait pour les faire dédicacer. Et même le livre que ma grande est en train de lire en ce moment, je pourrais plus vous donner le titre,
Ah, je pourrais pas vous donner le nom de l'autrice parce qu'il est assez compliqué. C'est un vlog sans information. C'est-à-dire, je porte un pull, je vous dis rien. Je vais vous parler d'un livre, d'un auteur, j'ai rien. J'ai pas d'informations. Bon, c'est pas très grave. Mais bon, elle est en train de lire un livre en ce moment et en fait, l'autrice était là. Donc trop bien. Et en fait c'est une autrice qui habituellement adapte des bandes dessinées en roman. Et en l'occurrence celui que ma grande est en train de lire, c'est vraiment l'autrice qui a écrit ce livre. En fait, c'est pas une adaptation. Donc elle était assez touchée qu'on lise son livre justement. Et elle disait qu'elle avait pas beaucoup dédicacé encore et tout ça. Ou peut-être même la première fois qu'elle est dédicacée. Enfin bref. Donc voilà. Donc en fait on arrive avec plein de livres à faire dédicacer pour ma grande. Et voilà. Alors, Noir sur Ormesson, c'était la 3e édition. Et c'est un salon que je suis depuis le début, donc c'est la 3e fois que j'y vais. Ça me fait quelque chose parce que les salons, ceux où je vais en général, les gens me disent « Oh, moi j'y vais chaque année depuis un moment », alors que moi ça fait seulement 2 ans que j'y vais. Enfin bon, je suis une débutante en salon. Alors certes, j'en fais beaucoup, j'aimerais en faire plus, mais c'est pas possible. Genre là, Colmar, le week-end prochain, je commence à faire une croix dessus. Physiquement, j'y arriverai pas. Surtout que j'ai un gros truc à la fin de la semaine niveau travail là. Donc j'y arriverai pas. Ça fait mal au cœur, hein, ça fait mal au cœur. Mais je pourrais pas tout faire en fait. À un moment donné, faut savoir accepter ses propres limites. Donc je fais pas tous les salons. Je fais pas tous les salons que j'aimerais. Mais en tout cas, les salons que je vais, c'est souvent des salons qui ont déjà un sacré vécu. Mais écoutez, Ormesson, bah moi je le connais depuis ses débuts, ce salon. Donc c'est chouette, je vois les évolutions. Et c'est un salon qui est très chouette parce qu'il y a beaucoup d'auteurs connus. Alors, c'est vrai qu'on est en région parisienne, donc niveau déplacement, ça aide quand même. On est sur un petit salon à taille humaine, peu d'attente et tout ça. Et voilà. Alors, quand il y a peu d'attente, c'est très bien. Mais en fait, on change nos capacités d'attente. Je ne sais pas comment l'expliquer. Par exemple, sur un gros salon, qu'est-ce que j'ai pu faire comme gros salon ces derniers temps? Ils n'étaient pas énormes ceux que j'ai fait. Mais sur un gros salon, j'en sais rien, genre Brive, même si je ne l'ai pas fait la dernière fois. Et ça m'a titillé hein, de ne pas le faire. Mais là, ça faisait beaucoup de route. 4h30 de train, je crois. Maintenant, je peux plus faire un salon sur 2 jours. Enfin, et vous poser mon vendredi. J'aime bien faire ça avec ma grande. J'ai pas envie d'empiéter sur le dimanche parce que vraiment, si j'enlève mon dimanche, je crois que mon équilibre s'effondre. Donc, je prévois jamais trop rien le dimanche, sauf de la lecture et du tricot et 2-3 petites autres choses comme les devoirs et compagnie. Mais bon, un gros salon, genre Brive. Si y a un auteur que j'aime bien, qui a 5 personnes dans sa file d'attente, je vais me mettre derrière et je serai capable de dire à ma grande, oh, t'as vu, il n'y a pas grand monde et tout, on se met là, on attend, on va pas attendre très longtemps. Voilà, avec 5 personnes devant. S'il y a 10 personnes devant moi, j'irai, mais je me dis, bon, on va un petit peu attendre. Après, je suis capable d'attendre pour Tillier, pour Bernard Minier, avec 30 personnes devant moi. Bon, là, oui, ça fait beaucoup d'attente. Un petit salon comme Ormesson, il y a vraiment quasiment personne. Donc, s'il y a une personne devant moi, je vais me dire « Ah ouais, non, là, ça fait beaucoup. Je vais peut-être voir, parce qu'il y a certainement des auteurs qui m'intéressent et qui sont tout seuls. On va d'abord privilégier ceux-là avant d'attendre que la personne devant moi passe. » Mais, alors, c'est bête ce que je vous dis, hein, mais je raisonne totalement comme ça. C'est-à-dire que ma patience va dépendre vraiment de la taille du salon. Et puis après, j'ai ce truc moi-même de fonctionner comme ça sur... je vais préférer aller voir plein d'auteurs qu'en personne plutôt que d'attendre en fait. Mais ça, c'est moi qui suis comme ça parce que voilà, je suis bizarre. Donc, vraiment des super auteurs qui étaient là. Il y avait notamment Olivier Nourec, c'est pour ça que j'ai sorti son livre. Celui-ci, c'est un que j'ai emmené, je les ai tous, j'ai tous les livres d'Olivier Nourec. Il m'en reste un à lire, c'est Impact. J'hésite à le lire, enfin je le lirai, mais je ne me précipite pas du tout. C'est-à-dire que je n'ai pas lu un livre d'Olivier Nourec cette année, parce que c'est ça, hein. Bah oui, j'étais déjà à jour, en fait, j'étais déjà à jour l'année dernière. Il me reste celui-ci. Je sais qu'il est très marqué écologie, il a l'air d'être très marqué, voire même aussi au niveau politique par rapport à tout ça.
très différent. Lui-même, quand il me le dit, quand il m'en parle, ça m'est arrivé plusieurs fois de lui dire « mais reste que celui-ci » et il me dit « oui, d'accord, c'est pas mon meilleur ». Et en même temps, je connais des gens qui l'ont lu et qui ont totalement adoré et tout. Je sais pas, franchement, j'en sais rien. Je sais pas. Mais celui-ci, c'est le premier que j'ai lu et il n'était pas dédicacé. Donc, c'était l'occasion l'occasion de l'emmener et tout. Et puis alors, au niveau des auteurs qui étaient présents, il y avait Jérôme Loubry qui m'a fait qui m'a permis d'avoir la plus belle entrée dans un salon. C'est-à-dire que avec ma grande, on descendait les marches. Bon, je râlais un peu parce qu'on avait emmené trop de livres en fait à faire dédicacer. J'avais pas fait attention, puis en fait comme on venait en voiture, l'idée c'était de faire des allers-retours. Puis j'avais passé trop de temps à trouver une place, puis en plus il pleuvait, qu'on est sorti vite fait, puis j'ai pas pensé à laisser déjà des livres dans la voiture. Et l'année dernière en fait on avait tellement acheté que régulièrement avec ma grande on venait dans la voiture pour déposer nos achats. Et puis à l'entrée ils nous ont pris la tête parce qu'on était arrivé avec 6 livres je crois au lieu de 4 comme on était 2. Et alors qu'en fait, je suis une grosse acheteuse globalement, donc il n'y avait pas de problème. Je venais pas faire dédicacer toute ma bibliothèque. Qu'ils ne s'inquiètent pas, j'allais parler de leur salon, j'allais faire des achats, etc. etc. Donc j'étais dans ce truc-là, on descend les escaliers pour entrer dans le truc. On arrive dans la zone du salon. On n'a même pas mis un pied qu'on entend « Magdalena !» Voilà. En fait, Jérôme Loubry était juste à côté de l'entrée. Et voilà. Écoutez, je garderai ce moment précieusement. Vraiment, je garderai vraiment ce moment précieusement en tête. Parce que c'était chouette. J'aimerais bien entrer dans tous les salons. Vous imaginez, si à chaque fois on entre dans un salon comme ça et qu'il y a quelqu'un qui crie votre prénom, c'est très agréable. Bon, j'étais un peu gênée, mais c'était quand même rigolo. Voilà, donc on a discuté avec Jérôme Loubry. J'ai malheureusement pas pris de photos, j'ai oublié. Mais bon, Jérôme Loubry, je suis à jour. Enfin, ça fait depuis très longtemps que je suis à jour. Comme je disais, je l'ai découvert à Saint-Maur-en-Poche en 2019. Et donc, en juin 2019. Et en septembre-octobre 2019, j'en avais déjà lu 3 de lui. Donc, enfin, Jérôme Loubry, je suis à jour depuis longtemps. Ça fait longtemps que j'attends chaque sortie pour continuer. Voilà. C'est peut-être, enfin, des auteurs présents, c'est l'auteur que je connaissais depuis le plus longtemps, en fin de compte. Quand j'ai recommencé à faire des salons, eh bien, quand les enfants ont grandi. En 2019, en juin 2019, ma dernière avait 3 ans. Et je n'ai eu aucun de mes enfants précédents qui a eu 3 ans sans en avoir un plus petit. C'est-à-dire que quand ma grande a eu 3 ans, son frère avait 9 mois. Et quand mon fils a eu 3 ans, ma dernière avait 7 mois. Et quand ma dernière avait 3 ans, bah, voilà, et puis on avait fait Saint-Maur en famille. Et puis c'est l'année où j'ai recommencé un peu à sortir un peu de la maison. J'ai repris le travail cette année-là. Enfin, il y a plein de trucs, quoi. Donc voilà, donc Jérôme Loubry, je le connais depuis longtemps. Et ça, c'est chouette. En auteur, il y avait aussi Alexis Leipsker, chez qui je suis à jour. C'est toujours un plaisir de discuter avec Alexis. Alors, qui est-ce que nous avions d'autres? Juste à côté de... Enfin non, en fait on avait Jérôme Loubry, il y avait Nico Dakian et Éric Foissier. J'étais trop contente de voir Éric Foissier, donc je l'ai rencontré plusieurs fois. C'était ma rencontre coup de cœur de la nuit blanche des livres de 2022. J'avais lu Le Bureau des Affaires Occultes, le tome 1. Oui, je vous dis pas de bêtises. C'est ça ou pas? Oui, c'est ça. J'avais lu le tome 1, mais j'avais pas encore lu le tome 2. Oui, j'avais... Oh la vache. Si, c'est ça. J'avais lu le tome 1, j'avais pas lu le tome 2, parce que le tome 2 est sorti en 2022, le tome 3 en 2023. Et là, quand je l'ai vu à la nuit blanche des livres 2023, j'avais lu le tome 2. Et là, quand je l'ai vu, j'avais lu le tome 3 du Bureau des Affaires Occultes. Le Bureau des Affaires Occultes, le tome 1, je l'ai lu à sa sortie. Puis c'est vrai qu'après, les 2 et 3, j'ai un peu traîné. Mais malgré tout, ce sont vraiment des livres que j'adore. Et donc, ça a été mon coup de cœur de la nuit blanche des livres à la Garenne-Colombe de 2022. En fait, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, de très intéressant, de passionné et de passionnant. En fait, il sait transmettre sa passion et on sent que derrière,
enfin, en fait, il est hyper cultivé et c'est hyper intéressant, quoi. Voilà, c'est hyper intéressant. Et là, le Bureau des Affaires Occultes, c'est une série de livres qui sont d'excellents polars historiques, excellents sur le côté historique, polar historique scientifique, excellent sur le côté scientifique. Et en fait, dans le Bureau des Affaires Occultes, ces intrigues se passent à une période un peu de flottement côté historique, une période de flottement, comme on en a plusieurs dans l'histoire, parce que il a fait d'autres séries de livres à des périodes comme ça, flottement au niveau du pouvoir, un peu transition, et ce qui permet en fait d'avoir peut-être des crimes qui serait peut-être moins possible si tout était bien carré, bien cadré, bien clair, etc. Donc voilà, une période un peu particulière, un peu méconnue, mais justement intéressante par rapport à ça. Et puis il va se servir des découvertes faites à l'époque pour découvertes scientifiques faites à l'époque, ou quasiment à l'époque. Des fois il s'arrange un petit peu sur deux, trois choses, mais... Et en fait ces découvertes scientifiques permettent soit de résoudre un crime de cette façon-là, genre police scientifique en 1800 et quelques, incroyable, ou alors ça permet de commettre un crime d'une façon qui peut paraître surnaturelle mais qui ne l'est pas. Et là ça me fait penser à un livre, le dernier livre, non c'est pas le dernier livre, Les Disparus de Blackmore d'Henry Lovenbrook, mais il en a sorti peut-être un autre depuis, je sais plus. Il a tellement de séries en cours et tout ça, je ne sais plus. Où en fait on a deux personnages globalement scientifiques, avec une jeune scientifique qui a encore toute la fraîcheur de la jeunesse et qui pense que tout est carré, qu'on peut tout expliquer, etc., etc. Et un personnage scientifique un peu plus âgé qui a davantage d'expérience, qui est aussi convaincu par la science, mais qui accepte que des choses ne soient pas explicables, non pas à cause de surnaturel, non pas à cause de choses qu'on verrait dans de la science-fiction, etc., ou de croyances, je ne sais quoi, non. Il sait qu'un jour, ces choses-là pourront être expliquées par la science, mais on est trop tôt. On n'a pas encore fait les découvertes qui nous permettront d'expliquer tout ça. Et en fait, ça, c'est hyper intéressant. Enfin, ce livre m'a beaucoup marqué sur ça parce que parce qu'en fait, je me reconnaissais dans le personnage, dans la jeune scientifique carrée, tout est explicable, etc., etc. J'étais comme ça. Enfin voilà. Et en fait, je comprends totalement l'autre vision et il y a des choses qui peuvent, enfin, on a l'impression des fois que plus on avance, plus le temps passe et plus on arrive à expliquer le passé, ce qui peut paraître parfois très surprenant, mais c'est juste que on fait des découvertes scientifiques qui nous permettent d'avoir davantage d'éléments et de revenir en arrière. Et parfois on peut résoudre une énigme des années et des années après, enfin un meurtre, je ne sais quoi. Alors que ça peut paraître fou, on peut se dire, bah mince, non, l'enquête, plus le temps passe et plus c'est difficile à résoudre. Oui, mais non, parce qu'on peut avoir des découvertes scientifiques et tout ça. Et donc là, en fait, Éric Foissier peut jouer aussi avec ça, sur ce côté de... à l'époque, il y a des phénomènes qu'on ne pouvait pas expliquer, qui nous paraissaient, et bon, dans certains milieux, dans certaines époques, croire en des choses inexplicables, etc., c'est assez commun, on va dire. Mais en fin de compte, il y a une explication, il y a quelque chose de carré, mais c'est juste qu'on ne sait pas encore. Voilà. Donc tout ça, j'aime bien, et puis il joue avec tout ça, donc c'est excellent. Et parler avec Éric Foissier, mais c'est un moment... voilà, c'est la 5e fois que je le voyais, la 3e fois que je parlais avec lui, et voilà, moi c'est un auteur que j'adore. Et donc, je lui ai pris celui-ci, Bayard et le crime d'Amboise, dans sa saga d'Héloïse l'apothicaire. Donc, hâte de découvrir. Là, on va être en 1498. Le roi Charles VIII meurt à Amboise. Donc, on va partir à la Renaissance, qui est une période que j'adore. Que j'adore, même si je suis plus Renaissance italienne et art à cette période-là. C'est-à-dire que moi, quand on parle d'Amboise, je pense à François Ier et
à Léonard de Vinci. Mais j'ai hâte de voir, j'ai hâte de lire ça. Il a beaucoup d'autres livres. Le Bureau des Affaires Occultes, c'était pas du tout son premier. Donc il y a cette série-là. Je sais pas si là ils sont tous notés. Il en a un autre, il a une autre série qui était présente là sur son stand. Je me rappelle plus. Et il m'a déjà parlé de série de mathématiciens qui n'a pas encore été rééditée. Mais je la guette celle-ci. Il faut vraiment que je la guette parce que ça, enfin, de mon côté, c'est, j'aime pas forcément toutes les sciences. J'aime principalement les maths, mais j'aime bien dire que les maths c'est la base du reste. Hein. Les maths c'est la théorie et puis dessus on met de la physique, de la chimie, de la biologie. Voilà, donc j'ai hâte, j'ai très hâte de lire celui-ci. Alors, dans les autres auteurs, eh bien, j'ai peur que ce soit un peu dans le désordre, je sais plus dans quel ordre je les ai pris. Je l'ai pas mis là. Ah, il me manque un livre, celui dont je veux vous parler. Stéphane Gallas, un plaisir de revoir cet auteur après l'Iris Noir à Bruxelles. J'ai découvert à ce moment-là. Je l'ai découvert avec Un signe d'elle, qui est le tome 1. On a en fait une médium qu'on retrouve dans chaque tome. Là, on est sur le tome 2. J'avais beaucoup aimé. Il se souvenait de nos échanges qui étaient précieux parce que je vous parle, en plus ça fait une excellente transition, je vous parle de tout ce qui est scientifique, de tout ce qui est carré, ça tombe très bien de vous avoir dit tout ça juste avant. Et donc là, on va tomber avec des choses qui peuvent paraître un peu surnaturelles et avec une médium. Donc, Un signe d'elle, j'espérais l'apprécier, bien sûr, sinon j'aurais pas acheté ce livre. Et en même temps, je savais pas. Voilà, j'étais pas sûre. Et donc, on avait parlé de tout ça. Et en fait, moi, je voulais savoir si le dénouement était bien carré ou s'il y avait des zones d'ombre ou des choses inexplicables et qu'on ne pourrait jamais expliquer, même la science dans 50 ans. Enfin, bref. Et en même temps, il pouvait pas trop me le dire parce que sinon, ça spoilerait son livre. Mais il m'a rassurée sur 2-3 choses. J'ai lu Un signe d'elle. Je l'ai trouvé excellent. Excellent. Donc, du coup, là, je le revoyais alors que j'avais lu son livre. Donc, on a pu en parler. Et voilà, on a pu en parler en spoilant, en fait. Et c'était très chouette. Donc, j'avais prévu de lui prendre Les Ombres de Salem, que j'ai très hâte de découvrir. C'est vraiment un très bon auteur. Ça a été une très belle découverte. Un auteur que je voyais pas beaucoup passer. Et que je vois beaucoup passer. Enfin, en fait, après c'est peut-être juste une histoire d'algorithme Instagram, ce qui est fort possible aussi. Mais je voyais pas beaucoup ses livres. Enfin, les 2 premières couvertures me parlaient peu. Le dernier, oui, parce qu'il est sorti il y a pas longtemps chez Michel Lafon. Mais j'ai eu l'impression que ce dernier tome, en fait, a comme fait ouvrir les 2 premiers. En tout cas, a ouvert la boîte de mon algorithme Instagram et a permis de faire sortir tous les posts concernant ces livres et du coup, je vois pas mal passer avec des avis très positifs et je comprends totalement. Voilà, donc un plaisir de revoir Stéphane Gallas. J'aime bien ça, en fait, ce côté, enfin, vous voyez, j'ai vu un auteur, on en a parlé de son livre, peu de temps après, je le revois. Le truc, c'est que je vais pas faire des salons là bientôt, les prochains, ils vont être dans un petit moment, mais c'est une suite, en fait, des épisodes. Donc ça, c'est très chouette. Jacques Sausset, j'étais très contente de revoir Jacques Sausset. Je lui ai pris L'enfant aux yeux d'émeraude. Alors, L'enfant aux yeux d'émeraude, j'aime bien avoir ce marque-page. Pour moi, il est extrêmement précieux. Je l'avais déjà, je sais plus où je l'ai mis. J'étais très contente qu'il me le redonne. Donc là, on a tous ces livres jusqu'à L'Aigle Noir. Hop, voilà. Donc, colère dans la série Les Enquêtes Magne et Esselin. Je lui ai demandé comment ça se prononçait. Il m'a dit Esselin. Bon, très bien. Enfin, lui, il dit Esselin. Premier tome, Colère Noire. Ensuite, De Sinistres Mémoires. Ensuite, 4 Racines Blanches et L'Enfant aux yeux d'émeraude. Colère Noire, je l'ai acheté à Sens, à l'Escargot Noir, et je l'ai lu. Le deuxième, De Sinistres Mémoires, je l'ai acheté à Sens, à l'Escargot Noir. J'avais acheté les 2 parce qu'ils étaient très difficiles à trouver. De Sinistres Mémoires, le tome 2, en l'occurrence, c'est Jacques Sausset qui l'amène de chez lui
pour le mettre en salon, il met quelques tomes comme ça, donc j'en ai profité pour le prendre. 4 racines blanches, Isabelle de Isabelle Lecture me l'a offert récemment. Alors, il est déjà dans mon petit chariot parce que je compte le lire bientôt. Donc, merci, merci, merci. Donc, enfin, il faut que je lise de Sinistre Mémoire avant de lire 4 racines blanches, mais tout ça, c'est prévu bientôt. Et j'ai acheté le tome 4, L'enfant aux yeux d'émeraude. Voilà. Donc, j'avance dans la série et je suis très contente. Il m'a raconté une petite anecdote sur ce livre, en fait. Il m'expliquait que comment ce livre lui est arrivé à un moment, etc. Enfin, toutes les pièces se sont mises d'un coup dans l'ordre, alors qu'il avait le livre en tête et à un certain lieu qu'il a mis dans le livre et tout. C'était très chouette d'entendre cette petite anecdote. Voilà, donc L'enfant aux yeux d'émeraude de Jacques Sausset. Après, eh bien, je peux vous parler d'Anouk Schutterberg. J'avais pas de livre à lui faire dédicacer, mais depuis la dernière fois où je l'avais vue à l'Iris Noir, donc à l'Iris Noir, j'étais en train de lire Bestial. Et depuis, j'ai fini Bestial et j'ai lu son dernier, La Nuit des Fous, qui vient de sortir chez les éditions Récamier. Ce livre est excellent et en plus, il a eu le prix Noir sur Ormesson. Ce livre est totalement excellent, je vous le conseille vraiment énormément, mais c'est un tome 3, donc il faut lire avant Jeu de peau et Bestial, et vraiment, si vous pouvez les lire dans un court laps de temps, c'est mieux, parce qu'entre le 1 et le 2, il y a vraiment de forts liens. Hein. Donc voilà, et donc c'était l'occasion de lui en parler, pareil, de parler de La Nuit des Fous en spoilant et tout, et ce livre est vraiment excellent, excellent, excellent. Elle a fait quelque chose que j'ai jamais vu par ailleurs, de mélanger dans un même livre un polar et un thriller psychologique, et c'est du bon, c'est du très bon. Alors, pour moi, Anouk Schutterberg et Nathalie Achard ont un lien. Alors, c'est juste qu'elles étaient voisines de salon au Quai du Polar. Et je les ai découvertes toutes les deux parce que je voulais découvrir Nathalie Achard parce que Week-end entre amis avait une couverture qui me tentait beaucoup. Elle avait du monde et hop, en attendant, eh bien, j'ai discuté avec Anouk Schutterberg que je ne connaissais pas. C'est là que je lui ai pris Jeu de peau. Et eh bien, j'ai discuté avec Nathalie Achard, j'avais discuté avant sur Instagram avec Nathalie Achard et avec son éditrice, en fait. Voilà, c'était... quand j'ai lu Week-end entre amis, son éditrice a partagé mon post en story, et donc j'ai parlé avec elle, et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle était son éditrice. En fait, en échangeant, elle m'a proposé eh bien, son dernier. Et donc, eh bien, je l'ai récupéré à Noir sur Ormesson. Donc, Nathalie Achard me l'avait dédicacé. Et voilà, donc c'est un livre, un service presse offert. Voilà, donc c'est très gentil. C'est très, très gentil. Donc là, on a Week-end entre amis. Et donc, eh bien, écoutez, j'ai hâte de le lire. De toute façon, quand cette vidéo sortira, je l'aurai déjà lu. Je l'aurais déjà lu. Très très hâte. Extrêmement intéressant d'échanger avec elle. Extrêmement intéressant. Le Week-end entre amis, ce livre m'a énormément plu sur certains aspects et tout, et c'était très chouette en fait de partager ça, d'échanger et tout, et voilà, c'était bien. C'est une autrice, comme ce que je vous disais en fait avec Stéphane Gallas. Première fois que je les vois, j'y vais pour prendre un livre, pour découvrir l'auteur. La fois d'après, j'ai découvert l'auteur et j'ai adoré. Donc, cool. Très, très cool. Alors, ensuite, dans l'ordre, eh bien, il n'y a pas vraiment d'ordre. J'ai voulu découvrir Sandrine Cohen. Quand je suis arrivée à son stand, en fait, elle était en train d'expliquer les livres qu'elle avait, etc., etc. Donc, eh bien, j'ai été tentée par celui-ci, qui est son premier, Rosine, une criminelle ordinaire. Chez J'ai lu, avec les couvertures chez J'ai lu maintenant que j'adore vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, alors je vous lis les 3 premières phrases. Rosine Delso est une femme, une compagne, une amie, une mère parfaite. Pourtant, un jour, à l'heure du bain, elle noie ses 2 filles. Enfin, on va s'arrêter là. Donc elle expliquait que c'était un roman noir qui est à l'inverse d'un polar classique, c'est-à-dire que le dénouement on le connaît. On va chercher pourquoi en fait. Donc voilà. Je suis pas
toujours fan des romans noirs. Moi j'adore Agatha Christie. J'adore Agatha Christie parce que au côté roman policier c'est excellent. On a une enquête, etc. pour arriver à un dénouement extra. Donc moi j'adore les polars et tout. Donc le côté roman noir c'est un peu moins mon truc. Et en même temps, franchement quand elle en a parlé, ça m'a tellement titillé. Et je vous ai partagé mes achats sur Instagram. J'ai l'impression d'avoir acheté que des livres que vous avez aimés. C'est trop bien, ça me donne trop hâte. Et ce livre-là, du coup, quand je l'ai partagé, plusieurs m'ont dit « Oh là là, il est excellent, il est excellent ». Donc j'ai hâte de le lire, même si ça doit bien remuer. Le parrain de l'édition, c'était Sandrone Dazieri. Alors, je vous avoue que je le connaissais pas vraiment. Enfin, en fait, quand je vous dis que j'ai l'impression d'avoir acheté que des livres que vous avez aimés, j'ai l'impression aussi d'avoir acheté que des anciens livres et d'être passée moi-même à côté d'un moment d'auteurs super connus et tout ça. Là, Sandrone Dazieri, c'est pas du tout un auteur récent. Le livre, il est sorti il y a 10 ans. Écoutez, même la couverture, je sais pas, ça me dit rien. L'avoir vu, on est sur des beaux pavés, hein, parce que il fait plus de 700 pages. Et quand j'ai vu le livre et tout, je suis pas, enfin là c'est le parrain et tout. En fait, j'avais même pas tilté que certains d'entre vous en avaient parlé dans le challenge Polar autour du monde que j'organise. Et puis quand je l'ai partagé, on m'a dit mais tu verras, c'est excellent. Celui-ci, les tomes suivants et tout, bah ok, très bien, voilà. Donc j'ai pris le livre un des livres du parrain du salon de cette édition et voilà, je vais le découvrir. Je voulais aussi tenter Maud Mayeras et elle en avait plusieurs, puis elle m'a dit bah vous aimez quoi? Je dis bah j'aime Agatha Christie et j'aime Franck Tillier. Ou alors peut-être je sais pas si on est sur les plus opposés, ou alors dire Agatha Christie et Cédric Cyr, parce qu'Agatha Christie c'est pas gore mais on est très policier, et Cédric Cyr on est sur un rythme de folie et très sanglant. C'est peut-être plus ça, plus opposé que Agatha Christie et Franck Tillier, je sais pas, enfin bref. En tout cas, c'est pour expliquer que vraiment j'aime les polars, mais je pense aimer ça au sens large. Je connais mes limites, je les connais. Antoine de Renan avec l'empathie me les a encore plus montrées, j'en ai encore plus pris conscience, mais voilà. Et donc en fait petit à petit, en me posant 2-3 questions, on est arrivé à ce livre Réflexe, et donc on n'en a pas plus parlé que ça. Mais ça m'a donné envie, hein. Enfin justement je peux pas vous décrire toute l'histoire et tout ça, je sais pas, et ça me va très bien comme ça, et pareil, vous avez été plusieurs à me dire ah là là, qu'est-ce qu'il est bien. Ok. Et puis, eh bien, il y avait plein d'auteurs de polar. Donc là, je vous parle pas de la partie jeunesse où on est allé avec ma grande. Il y avait plein d'auteurs de polar. Il y en avait plein que je connaissais pas aussi. Il y avait de grands noms du polar, mais pas que. Et puis, dans un cas comme ça, c'est comme ce qui est arrivé à l'Iris Noir, enfin, à d'autres salons, dont Saint-Maur en 2022, dans cette grande tente polar. J'ai dit à ma grande, bah écoute, ce serait bien que tu me choisisses un auteur. Parce que là j'aimerais bien faire une découverte. Alors je vais en faire avec Maud Mayeras, avec Sandrine Cohen, en plus des découvertes d'autrices, donc c'est bien aussi. Sandrone Dazieri, donc là on est plutôt sur un auteur homme. Et du coup bah voilà, je lui dis bah tu fais le tour, tu me dis s'il y a un auteur, une couverture qui t'attire, un auteur qui te paraît sympathique, un titre qui t'attire, je sais pas, enfin bref, peu importe, tu me dis et puis je découvrirai. Voilà. Écoutez, avec Douve de Victor Gilbert, ça a extrêmement bien marché. Ma grande a fait une extrêmement bonne découverte. Donc et ben voilà, et donc on fait le tour, puis elle me dit, lui, Nicolas Leclerc. Ok, très bien. Elle était attirée par une couverture, mais alors, il m'a expliqué que ces livres, c'était pas une série, on pouvait les lire comme ça, mais bon,
je voulais commencer par son premier quand même. Des fois, il y a quand même... enfin, souvent, les auteurs évoluent au niveau de leur écriture. Si j'accroche énormément avec le dernier, c'est pas dit que j'accroche beaucoup avec le premier. J'ai quand même beaucoup d'exemples de séries où le premier de la série, il était bien. Et les suivants, ils étaient excellents. Si j'avais commencé par de l'excellentissime, après, le retour arrière aurait été compliqué. Donc, je préfère commencer par le premier, en sachant que c'est un premier, avec cette chance qu'on laisse, parce que c'était un premier livre, en se disant, oui, c'est bien, ça pourrait être un peu mieux, mais il y a de fortes chances que ce soit mieux après. Après, il y a des auteurs qui commencent extrêmement fort, hein, on est d'accord. Mais... en tout cas, quand c'est un premier livre, je le lis un petit peu différemment. Et voilà, je vais découvrir Le Manteau de Neige. Et de la même façon, quand j'ai partagé ça, on m'a dit « mais cet auteur, il est trop bien. » Ok, pareil, j'avais pas beaucoup vu passer, ni quoi que ce soit. Mais c'est pas grave, c'est l'occasion justement. Mais je dois vivre dans une grotte de ne pas connaître tous ces auteurs et tous ces livres. Et puis, en partant, il y avait beaucoup d'autres livres qui étaient mis en avant. Donc... Noir sur Ormesson, c'est organisé, entre autres, c'est bien un peu en lien avec la Griffe Noire et avec du coup au moins l'un des organisateurs de Saint-Maur. Et donc on retrouve eh bien certains livres et puis les panneaux qu'on peut voir dans la Griffe Noire, les panneaux fluo avec coup de cœur machin, etc., etc. Donc il y avait plusieurs livres comme ça. Donc c'était assez attirant. Et il y avait notamment... à la caisse, en arrivant à la caisse, il y avait plusieurs présentoirs avec, comme ça, un présentoir avec un livre en 50 000 exemplaires sur des livres vraiment qu'ils voulaient mettre en avant. Et il y avait celui-ci, donc auteur non présent, Chan Kyo Lee, Le Sniper, son wok et son fusil, un thriller chez Folio Policier. J'ai regardé rapidement, on n'est pas sur un pavé. J'essaye d'éviter, même si... Hein. Et voilà, en regardant rapidement, donc ouais, 300, quasiment 400 pages, traduit du mandarin. Ok, auteur de Taïwan, donc écoutez, c'est parfait pour mon challenge polar autour du monde. En plus, si j'achète un livre, en fait, je vais tellement en salon, et je reçois beaucoup de services presse. Si je dois acheter un livre en librairie, où l'auteur n'est pas là, je vais privilégier un livre dont je ne un livre d'un auteur que je ne pourrais pas voir. Faut quand même voir l'impact des salons sur mes lectures, c'est que je lis quand même beaucoup d'auteurs francophones. Il y a des petites exceptions, on est d'accord. Eva Burgay-Guizotier, que j'ai déjà vu à plusieurs salons. Ragnar Jonasson, que j'ai déjà vu. R.G. Ellory, qu'on voit beaucoup dans les salons polars en France. Enfin, voilà. Il y a bien sûr, il y a des exceptions. Mais globalement, je vais quand même... malgré le fait que j'ai beaucoup d'auteurs à découvrir que j'avais jamais lu ni quoi que ce soit, j'ai quand même ce côté de... eh bien de me restreindre en fait, et sans que ce soit volontaire, eh bien par mes habitudes, et mes habitudes étant d'aller en salon, etc. En fait, je vais lire beaucoup d'auteurs francophones, et donc je vais me fermer la porte à d'autres auteurs. Voilà, alors le challenge polar autour du monde peut aller gratter tout ça. Je vous dis ça, et en même temps, j'ai passé un été à ne lire quasiment que des polars nordiques, donc c'est bon, les auteurs étrangers, je les lis quand même. Mais bon, ça reste très ciblé, hein. Donc dans mon challenge polar autour du monde, pour l'instant les cases que j'ai cochées, c'est les pays nordiques, hein, et puis qu'est-ce que j'ai coché d'autre, et des pays francophones, enfin justement liés au salon, parce que je voyais Marlène Charine, donc j'ai coché la Suisse, je voyais Barbara Abel, je sais plus si j'ai coché la Belgique avec Barbara Abel ou avec Jack Jacoli, enfin voilà, c'est pas, il n'y a pas de très grande originalité pour l'instant dans mon challenge polar autour du monde. Mais donc si je dois acheter un livre comme ça en librairie, ou là dans un salon sans que l'auteur soit présent, je vais privilégier un livre où je sais que je ne verrai pas l'auteur, parce que du coup, acheter un livre d'un auteur que je peux voir du style Alexis Leipzger, que je vois souvent en salon, si je devais acheter un de ses livres en librairie alors qu'il n'est pas là, je vois pas l'intérêt. Voilà.
Je vois pas l'intérêt. Bon, déjà, je vois pas l'intérêt parce que j'ai tous ces livres, mais je vois pas l'intérêt. Acheter un livre où l'auteur est souvent présent au salon, mais j'achète le livre et l'auteur n'est pas là, bah c'est un peu dommage. Ça peut m'arriver si je suis dans des séries et j'ai lu le tome 1. Là, par exemple, j'aurais pas vu Stéphane Gallas à ce salon. Bon, j'aurais peut-être pas lu le 1 aussi rapidement parce que je savais que j'allais le revoir, mais là, ça m'aurait peut-être titillé au bout d'un moment. Éric Foissier, c'est ce que je me suis dit. Là, j'ai lu celui-ci. Il en a encore beaucoup d'autres. Donc, la prochaine fois que je le verrai à un salon, j'aurai de quoi encore acheter. Si vraiment j'accroche avec celui-ci, j'achèterai les suivants. Après, je lui amènerai en dédicace. Donc, petite exception peut-être comme ça. Mais sinon, bah... Et là, je suis en train de réfléchir... Enfin, je suis en train de finaliser mon calendrier de l'Avent, puisque cette année, je me fais un calendrier de l'Avent livre. Donc, j'ai acheté 24 livres. Et je donne tout ça à mon mari, ça fait plusieurs semaines que je m'y mets, comme ça petit à petit l'objectif est un peu d'oublier. Et ben j'ai essayé de prendre quelques auteurs que je vois pas en salon ou pas français justement, parce que sinon bah je vois pas trop l'intérêt. Donc j'ai pris celui-ci qui m'avait l'air pas mal. Je suis tombée sur quoi? Je vais vous lire la 4e. À Taïwan, le superintendant Wu doute du suicide d'un sous-officier de la marine. La découverte du cadavre d'un officier du bureau des commandes de l'armée de terre, rejeté par la mer sur la plage des Perles de Sable, renforce son intuition. À Rome, donc déjà on a deux choses, on a Taïwan, déjà ça fait cling, polar autour du monde. Rome, je fais, ah tiens l'Italie, sympa. Le tireur d'élite Hailey, dit Alex, s'apprête à dégommer un conseiller en stratégie du président taïwanais sur ordre des services secrets. Mais au dernier moment, tout capote et menacé, il s'enfuit à travers l'Europe. De retour à Taipei, Alex croise le chemin de Wu, qui, aidé par son fils, hacker en herbe, donc là ça fait 3 choses. On a eu Taïwan, et puis auteur de là-bas, on a eu Rome, et là on a hacker. Je fais persiste à enquêter malgré les ordres venus d'en haut. Apparemment, tous deux ont la même personne pour cible. On va voir. On va voir. Et puis, il doit y avoir une suite parce que il y a un livre qui s'appelle Le Sniper, le président et la triade. Voilà. Bon, allez, j'ai encore parlé pendant des heures. Alors, je vous ai juste parlé du salon. J'ai tellement reçu de livres et d'autres choses et d'autres choses. Je reviens plus tard, mais ça va être un vlog extrêmement long encore une fois. Voilà, à tout à l'heure. Alors, je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai tout préparé sur la table, mais loin de moi. N'importe quoi. Alors, je vais vous parler de ce que j'ai reçu et des livres que j'ai lus. Je commence par les livres que j'ai lus parce qu'ils sont prêts. Ceux-là. Alors, du coup, mes enfants avaient choisi celui-ci, Francesca de Lina Banks d'auteur, chez Livre de Poche. C'est un polar nordique, polar suédois, c'est un tome 2. Le premier tome s'appelle Annabelle. C'est une trilogie. Le tome 3 s'appelle Béatrice. J'ai hâte parce qu'on voit Béatrice dans ce livre. J'ai hâte. Schéma très semblable au tome précédent. On a Charlie Lager qui est le personnage principal. C'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Elle est très attachante, même si elle a un côté un peu sauvage et tout ça. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu dans le tome 1 et que j'ai retrouvé là. Et voilà, donc personnage voilà, avec lequel j'accroche totalement. Dans le tome 1 et le tome 2, en fait, elle se retrouve à retourner dans son village d'enfance alors qu'elle n'a pas envie d'y aller. Et c'est parce qu'il y a eu une disparition, il y a un moment, une affaire jamais résolue. Et voilà, donc en fait, on est sur des histoires très proches entre le tome 1 et le tome 2. Et pourtant, j'ai pas trouvé ça redondant parce qu'on va gratter d'autres choses en fait. Mais c'est vraiment de suite. Enfin,
Non, c'est vraiment une suite. Celui-ci est une suite du précédent. Là, j'ai regardé, j'ai lu le tome précédent mi-septembre. Donc là, on a dépassé mi-novembre, ça fait 2 mois. En 2 mois, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai peut-être lu, je sais pas, peut-être 50 livres, je pense. Ou pas loin de 50 livres. Bon, bah ça fait beaucoup. Depuis, j'ai pas l'histoire toute fraîche en tête. C'est dommage parce que là, vraiment, ça... Bah, enfin, oui, les histoires sont... comment dire? C'est vraiment une suite. Pardon. C'est vraiment une suite. Et donc c'est intéressant de les lire de façon très proche. J'ai prévu de me prendre le dernier tome dans mon calendrier de l'Avent, là. Parce qu'en réalité, j'ai pas totalement terminé. Il me reste 2 livres à acheter. Donc je vais le prendre à ce moment-là. Je traînerai pas pour le lire. Mais voilà, je vous en parle davantage dans un podcast lecture, mais super bien. Ensuite, j'ai lu celui-ci, Noël au refuge des amoureux de Sarah Morgan. En fait, juste avant celui-ci, j'ai lu le tome 2 de cette série et là, on est sur le tome 3. Je fais romance polar. Et donc, tome 3, très bien. Je viens juste de le terminer. Très bien. Voilà, on est vraiment sur des romances. Hein. Romances, il y a des scènes olé olé à plusieurs reprises. J'avais lu le tome 1 il y a un moment. Cet été, je crois. Mais le tome 2 m'a bien rappelé ce qu'il fallait, donc j'avais pas l'impression que ça faisait longtemps que je l'avais lu, contrairement à Francesca où je me suis dit dis donc Annabelle ça fait un moment quand même, mais là non, là c'était bien fait. Oui, bien sûr que ce livre Noël au refuge des amoureux pourrait se lire indépendamment des autres, mais c'est super de les lire dans l'ordre. En fait on a dans chaque série, dans chaque tome pardon, on suit un personnage différent et on a 3 amis très proches. Skylar, Brittany et Emily, mais Emily, c'est ça je crois, elle est souvent surnommée M, donc oui Emily, j'ai eu un petit doute. Et donc en fait dans le premier tome on suit Emily, dans le deuxième on suit Brittany et là dans ce tome là on suit Skylar et voilà, c'était bien, c'était vraiment un livre de Noël. C'est pas le cas des 2 premiers, hein. Les 2 premiers ce ne sont pas des romances de Noël, mais celui-ci oui, et c'était bien. C'était bien, il y avait tout ce que j'aimais. La fin, j'ai l'impression d'être dans un téléfilm de Noël. Oh, c'était vraiment les meilleures dernières pages d'une romance de Noël en fait. Donc très chouette. Voilà, j'ai quelques marque-pages encore parce que en fait quand je lis, je coupe mon téléphone et donc quand j'ai une citation qui m'intéresse, eh ben je peux pas prendre mon téléphone pour la mettre sur Babelio parce que j'ai coupé mon téléphone. Voilà, j'utilise une application qui m'empêche d'utiliser les applications détente, loisirs, voilà. Donc je peux accéder à mes mails, je peux appeler quelqu'un, je peux envoyer des messages, je suis joignable, mais tout le reste est bloqué, voilà, ce qui me permet de me concentrer sur ma lecture. Et donc, eh bien, je mets des marque-pages tout au long de ma lecture pour relever, pour bien m'indiquer qu'il y avait une citation qui m'a plu à telle ou telle page. Et après, je la recherche, je la mets sur papier. Voilà, donc ça, c'était bien. Et je vais enchaîner avec celui-ci, De sinistres mémoires de Jacques Sausset chez les nouveaux auteurs. Je vous en ai parlé tout à l'heure, du coup. Et bien là, on est sur le tome 2. Ah bah si, il est là, mon marque-page. Mais non, je devais peut-être en avoir aussi dans l'autre. Bon, c'est pas grave. Celui-ci, de toute façon, j'ai un marque-page, je vous l'ai montré tout à l'heure, dans le Jacques Sausset que j'ai acheté à Noir-sur-Ormesson. Et du coup, celui-ci, je l'avais acheté à Sens, comme je vous le disais. C'est le tome 2 que j'ai hâte de lire. Et le tome 3, c'est Isabelle de Isabelle Lecture qui me l'a offert. Et il est prêt à être lu là sur le mois de décembre, puisque la photo de Noël est faite. J'enchaîne. Du coup, je me suis fait moi-même une chouette transition, puisque Isabelle m'a offert ce livre-là, mais elle m'en a offert d'autres. En plus, je les ai reçus en 2 fois, et c'était trop drôle parce que, franchement, voilà, je sais plus dans quel ordre je les ai reçus.
J'ai reçu celui-ci, le Jacques Sausset et un Jonesbo. Je sais plus lequel, j'ai pas révisé encore l'ordre des... Ah si, j'ai mis. Si, c'était celui-ci. J'ai mis que je l'avais reçu le 15 novembre. Et puis le lendemain, eh ben, j'ai reçu celui-ci. C'était une petite surprise, c'était trop drôle. Ah, déjà, c'était une sacrée surprise de recevoir tous ces livres. En plus, en 2 fois, c'était rigolo. Alors, donc Isabelle, je la remercie encore parce qu'elle me gâte énormément. Donc là, le Jacques Sausset, c'est nickel parce que du coup, bah, ça me fait le tome 2 à lire. Puis je sais que j'ai les 3 et 4, donc ça, c'est chouette. Et puis, Jonesbo, la série avec Harry Hole. En fait, ce qui est très drôle, c'est que j'étais en train de terminer justement un tome de cette série-là quand j'ai reçu eh bien, ce tome-là. Et puis, ces couvertures chez Folio Policier, là, elles sont trop belles. Franchement, ça va trop avec Noël, quoi. J'ai pas encore fait les photos, mais vous imaginez celui-ci? Regardez, avec le sapin et tout, là. On va tourner, hop, une photo, voilà. Si je fais le focus là, hop, une photo comme ça, quoi. Trop beau, couleur de Noël, ça brille. Voilà, et puis Lisa Jewell, bah, je suis super contente, comme ça je pourrais la découvrir. Je ne connais pas cette autrice, et pourtant elle en a écrit plein, et pourtant on la voit partout. Non mais en plus, il y a même une citation d'Arlan Coben, une de Paula Hawkins, en disant... le meilleur thriller de Lisa Jewell à ce jour, brillant, émouvant et d'une justesse saisissante. Enfin, écoutez, voilà. Et c'est chez Hauteville Suspense. Donc, j'en ai marre de voir tout le monde lire du Lisa Jewell et pas moi. Faut que je découvre, il faut que je découvre. Voilà, donc merci encore une fois Isabelle. Merci. Je suis très touchée. Et Isabelle m'a suggéré une idée de vidéo qui... pourrait vous intéresser. Elle a planté une petite graine là et du coup je réfléchis pour organiser cette vidéo. Voilà, donc merci. Alors j'ai reçu en service presse, alors des choses qui sont là puis des choses là-bas. Alors de la part de chez Pocket, j'ai reçu leurs nouvelles éditions, leur nouvelle couverture, leur nouvelle version de livres des sœurs Brontë. C'est très halloweenesque quand même comme couverture. Donc on a les Halls du Hurlevent d'Émilie Brontë et nous avons Jane Eyre de Charlotte Brontë. Alors moi j'ai lu 90% je pense des Halls du Hurlevent et je me suis arrêtée parce que j'avais d'autres choses qui me plaisaient davantage. J'en ai plusieurs des sœurs Brontë chez l'Archipel, ils sont beaux ces livres. Je me suis arrêtée, j'ai moyennement accroché. Ça aurait été pas mal de les terminer en audio peut-être, enfin de le terminer en audio, comme ça c'était fait, le livre était fini. Franchement, aller jusqu'à 90% du livre et l'abandonner, c'est assez bête. J'en ai conscience, c'est pas dans mes habitudes de faire ça. C'est pas dans mes habitudes de faire des trucs bêtes. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais d'habitude, je vous l'ai déjà dit, en fait, je lis 60 pages et si j'aime pas, eh ben j'arrête. Et si j'aime, je continue. Et là, c'est dommage de pas avoir été jusque-là. Mais en fait, je les vois d'ici, mes livres des sœurs Brontë. Et je vois où est mon marque-page. Donc je pourrais reprendre, mais ça fait peut-être un an, quoi, que j'ai... ça fait peut-être un an que j'ai arrêté, donc reprendre après un an, c'est peut-être bizarre. Et alors, Jane Eyre, pour le coup, je l'ai jamais lu. C'est pas bien, hein, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je suis un peu surprise par la couverture, que je trouve un peu agressive quelque part. Même l'écriture derrière, là, avec, vous voyez, ça fait bizarre, hein. Je vais vous chercher mes versions de l'Archipel. De toute façon, il faut que j'aille vous chercher des choses à côté. Chez l'Archipel, j'ai donc Jane Eyre. Non mais... voilà. Le livre n'a pas inspiré les illustrateurs de la même façon. Et les Halls du Hurlevent... Oh la vache. Voilà, c'était ça. J'étais pas à 90%, hein.
Il reste un peu moins de 100 pages. Non, j'étais pas à 90%. J'exagère un petit peu. Mais j'étais quand même pas loin de la fin. Bon, alors vous êtes prêts? Attention. Ah, ce sont des styles différents. Ce sont des styles différents. Mais voilà, enfin, écoutez, je suis contente de les avoir comme ça. Je trouve la version Pocket agréable à lire. Je trouve le livre hyper souple et tout. Et en fait, là, on a des petits rabats. Voilà. Donc, chez l'Archipel, j'ai ces deux-là et j'en ai deux autres. Agnès Grey d'Anne Brontë, Villette de Charlotte Brontë. Ce serait bien de les lire. Hein. Ah, ça me titille en fait. Ça me titille de ne pas être allé au bout des hauts du Hurlement, du Hurlevent. Les hauts de Hurlevent. Ça me titille. Ils sont beaux derrière. Parce, enfin, vous voyez, je vous montrais juste comme ça, mais c'est beau. Hein, ça me titille. Eh, je pourrais faire un effort quand même. Jeanne R, beaucoup disent qu'il est bien en audio. Ça m'embête de le passer en audio. Ça m'embêterait déjà parce que en audio, je fais quand même hyper gaffe à ce que je passe en audio parce que quand je conduis, des fois, je loupe un petit peu. Et voilà. Ou alors en mix. En mix. Bon, je sais pas. Ah, ça me titille. Ça me titille. Les hauts de Hurlevent, là. Ah, tiens, c'est rigolo. Là, ils ont mis Hurlevent en un mot, alors que là, ils l'ont mis en deux mots avec un tiret. Bon, en revanche, si on parle de Heathcliff, je vois à peu près qui c'est. Hein, j'en ai quand même lu une partie. Non, mais je peux pas le terminer. J'ai vraiment... Je me rappelle plus de tout non plus en détail, quoi. Bon, bref, on n'était pas parti sur ce sujet-là, mais... de La Bête Noire, j'ai reçu Tu mens comme tu respires de Harriet Tice. La couverture, elle est belle, hein, franchement, elle est assez inspirante. Alors, vous êtes prêts pour la 4e? Sadie est prête à tout pour protéger sa fille. Elle ne veut pas lui dire pourquoi elles ont dû quitter les États-Unis si rapidement, ni pourquoi le père de Robin ne les accompagnera pas dans leur nouvelle vie à Londres. Elle ne peut pas lui dire pourquoi elle déteste être de retour dans la maison de sa mère décédée avec ses murs couverts de lierre et ses souvenirs empoisonnés. Et surtout, elle ne peut pas lui dire la vérité sur l'école que Robin va intégrer, un établissement où la pitié n'est guère de mise. Sadie veut juste les remettre en selle, mais même les mensonges les mieux intentionnés peuvent avoir des conséquences mortelles. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Police de caractère original. Voilà, voilà. J'aime bien l'odeur des livres neufs. On est sur un 420-25 pages. Deux citations à l'arrière du livre. Une de Alex Michaelides, je n'ai pas encore lu de livre de lui, qui dit « explosif ». Et Shari Lapna qui dit que c'est une lecture à bout de souffle. L'autrice a été avocate pénaliste. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Elle est née à Édimbourg, donc ok. Je voulais savoir si elle était, de quelle nationalité elle était. Et c'est son deuxième roman. Très bien. Quel est le premier? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, il est là. Mon premier meurtre. Je sais que c'est mal, mais je ne peux pas m'en empêcher. Un suspense psychologique délicieusement toxique. Ça me dit pas grand-chose, cette couverture. À creuser. J'ai reçu de la part de Pocket ce livre, mais alors minuscule. Hein. Les larmes de l'assassin. 166 pages. Pourtant, je pensais qu'il en avait encore moins. Les larmes de l'assassin d'Anne-Laure Bondou. Voilà. Et j'ai reçu un livre surprise. Alors, c'était le cas aussi de celui-ci. Mais là, William devait le savoir, je pense. Que ça allait m'intéresser. Le dernier livre sorti chez Livre de Poche, d'Assa Larsson, Les crimes de nos pères. On est sur un polar suédois. Je n'ai pas lu le premier. En sacrifice à Moloch, le premier.
Ça m'intéresse d'en savoir plus. Alors 730 pages pour celui-ci. Ça m'intéresse d'en savoir plus. En fait, j'aime bien mettre les livres que je lis sur Livre Addict pour avoir la nationalité des auteurs. Ça rejoint, c'est comme ça, c'est à cause de ça que le challenge, que l'idée du challenge polar autour du monde est née en fait. Pour aller taper sur des pays que je connais moins, même si, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pas été encore très bonne élève sur ça. Je reste sur des valeurs sûres. Et pourtant, je me garde vraiment France, Angleterre et États-Unis pour la fin, hein, ou pour des mois où je serai très très prise, genre mars-avril, quand il y aura plein de sorties, que je serai très prise par ça. Bon là, c'est vrai que glisser un petit, genre le prochain Alexis Leipzger, peut-être que quand il va sortir, j'aurai plein d'autres lectures, ça m'arrangera peut-être de valider la France avec lui par exemple, quoi. Donc à voir. Mais du coup, cette carte du monde, elle est assez chouette sur Livre Addict. Et c'est là où je vais regarder la nationalité des auteurs. Et non seulement le pays se colore quand on a déjà lu un livre dont l'auteur a la nationalité de ce pays, etc. Mais en plus de ça, il a une couleur différente selon le nombre de livres qu'on a lus. Donc par exemple, chez moi, la France, elle est très très bleu foncé. Très foncé le bleu, hein, parce que j'en ai lu vraiment beaucoup. En revanche, j'ai des pays qui sont très très clairs parce que j'ai lu peu de livres de ces pays-là. Genre le Danemark, j'en ai lu 2. Alors c'est pas que des polars, c'est tous les livres. Mais voilà. Et en fait, je me disais qu'avec le nombre de polars nordiques que je lis, bah en fait, je pourrais réussir à colorer de façon plus intense ces pays-là. Et notamment avec la Suède, parce que des polars suédois, enfin, depuis que Stieg Larsson a ouvert la voie, il y en a énormément des polars suédois. Puis Camilla Läckberg l'a bien emprunté aussi. Puis depuis, on a l'impression que le polar nordique est à 90% polar suédois. C'est pas vrai. Mais il y a quand même beaucoup plus de polars suédois que de polars norvégiens, danois, finlandais, islandais, vraiment connus. Et du coup, ce serait pas mal. Alors, si je lis, par exemple, en Islande, bon, il y a forcément Ragnar Jonasson, j'ai aussi lu du Eva Björk Ægisdóttir, j'ai aussi lu oh la vache, j'ai un trou de mémoire. En plus, vous êtes certainement en train de me souffler le nom. Arnaldur, voilà. Arnaldur Indridason. Bon, voilà, donc j'ai lu déjà 3 auteurs. Et Ragnar Jonasson, j'en ai lu. Hein. J'ai lu tous ses livres, je suis largement à jour. Mais ça va pas donner... ça n'influe pas sur la couleur du pays. Donc, si je lis qu'un seul auteur, je sais pas si je prends quoi comme pays. La Corée du Sud. J'ai lu un polar de Corée du Sud. J'ai lu un polar d'un auteur, la couleur est très claire. Je vais lire un autre polar de cette même autrice, bah, la couleur elle restera claire en fait. Ce qui compte, c'est le nombre d'auteurs lus et pas le nombre de livres lus. Voilà. Donc en fait, ça m'intéresse de... Je me disais ça l'autre fois, peut-être de continuer à gratter la Suède, quoi. Je continue à gratter, puis je vais voir la couleur qui va devenir de plus en plus foncée. Ça peut être rigolo. C'est un jeu comme un autre. Et puis, dernière chose que je voulais vous dire que j'avais reçue, je crois que c'est tout. Hein. Je crois que j'avais d'autres choses à vous montrer. Eh bien, j'ai reçu de la part de Steph de Piketty. Ah, la pochette de Noël, elle est trop belle. Avec collaboration avec Adèle Chat. Voilà. Voilà, elle est trop belle, hein. Elle est trop belle. Pareil, je vais déplacer parce que c'est quand même tellement plus beau devant le sapin. Tadam! Chouette, hein? Et puis, elle a glissé un marque-page. Et je suis contente parce que c'est un grand marque-page. We wish you a Merry Christmas. Il est beau. Voilà, tout à fait dans les teintes de Noël. Pareil, il va bien hein, devant mon sapin. Vous êtes obligé de dire oui, parce que je vous entends pas. Voilà, bon, bah je suis contente. Voilà, je suis très contente. J'ai plein de livres et tout qui me plaisent et tout. J'ai une pochette pour les mettre. Alors, justement, est-ce qu'on peut faire une petite simulation?
Par exemple, celui-ci, alors, c'est pas globalement, c'est un grand format. Mais il n'est pas si haut que ça. Hop, vous voyez, celui de la bête noire, il est plus haut. Il est bien épais. Ça rentre sans souci. Hein. Vraiment, ça rentre sans souci. Moi, de toute façon, j'adore les pochettes de Steph. Vraiment, je suis archi fan. Et puis là, elles sont matelassées, donc elles sont moelleuses. Et je préfère, en fait, quand c'est matelassé. Je trouve que c'est bien, c'est douillet pour mes livres. Donc voilà, moi j'ai toujours eu au moins une pochette, voire deux. Alors quand est-ce que je peux avoir deux pochettes dans mon sac? Quand j'ai mon livre à lire et puis, par exemple, si je fais... pardon. Oh là là. Si je fais un événement littéraire, eh ben, je vais prendre deux pochettes à livres parce que je vais mettre mon livre en cours de la journée et j'aurai une pochette à livre pour le livre à éventuellement faire dédicacer. Voilà. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai encore beaucoup parlé. Le vlog, il n'aura pas été sur beaucoup de jours et tout, mais tant pis, parce que je ne vais pas vous faire des vlogs à chaque fois de 3000 heures. Alors, ce que j'ai prévu de faire, je vous en ai parlé rapidement sur Instagram. J'ai prévu de faire des vlogmas sur le mois de décembre. Mais attention, ça va pas être des vlogmas comme tout le monde fait ou je ne sais quoi, que je vous donne ma définition des vlogmas. Alors, ce ne sera pas une vidéo par jour. En même temps, de façon concrète, une vidéo par jour, ça fait quelques semaines, voire quelques mois que vous avez une vidéo par jour sur ma chaîne, soit parce que vous avez 3 fois par semaine, voire 4 fois par semaine, des vidéos comme ça, ou alors je mets des shorts. Les shorts sur YouTube, ce sont les petites vidéos courtes qui sont les équivalents des réels. Voilà. Donc, je vais continuer comme ça sur le mois de décembre à faire ça, à aller jusqu'à 3 voire 4 vidéos par semaine vraiment enregistrées et tout ça. Et je vais faire des vlogmas. Alors, les vlogmas, ce seront des vlogs qui vont remplacer les vlogs lecture et les vlogs tricot sur ma chaîne. Donc, dans ces vlogmas, je parlerai à la fois de lecture, à la fois de tricot. Et j'ouvrirai mes calendriers de l'Avent aussi. Donc, j'ai à peu près 50 000 calendriers de l'Avent T. Et j'aurai mon fameux calendrier de l'Avent livre. Ça va être chouette. Donc, j'aurai un livre par jour jusqu'au 24 décembre. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est un rêve qui se réalise. Je peux vous dire que l'année dernière, cette idée est née suite à l'année dernière et voilà, j'ai notamment en tête, il faudrait que j'arrive à retrouver cette vidéo de l'année dernière sur Instagram où ça m'a tellement fait rêver, où justement la fille, elle expliquait qu'elle avait eu, mais pas une vidéo française, hein, mais qu'elle avait fait son calendrier de l'Avent livre avec la complicité de son mari et tout, ça m'a tellement fait rêver. Et puis voilà, l'année dernière, j'avais un calendrier de l'Avent d'Engie, de Madame Chachali, où il y avait quelques livres dedans. Et puis mon mari me faisait un calendrier de l'Avent pour, c'était pas du tout la première année, mais il mettait de temps en temps des livres en fait, et je savais pas quand est-ce que c'était. Et c'est vrai que quand c'est un livre, c'est très chouette. Voilà, donc dans les vlogmas, il y aura une partie lecture, ce que je vais recevoir, les cadeaux, services presse, etc. Les livres que je lirai et tout ça. Dans la partie tricot, eh bien, je vous montrerai mes tricots. Alors, en même temps, je suis déjà en train de tricoter des choses pour Noël. Mais je continuerai à ce moment-là. Peut-être que j'aurai terminé. Est-ce qu'en 10 jours, je suis capable de tricoter 3 pulls? Ouais, faut peut-être pas rêver quand même. Non, j'aurais pas terminé. Donc, il y aura un peu de ça. Et puis, il y aura d'autres choses. Est-ce que je me limite qu'à un pull de Noël pour moi? Je ne sais pas. Je vais voir. Bon, il y aura du tricot. Il y aura sûrement du jacquard parce que je vois que ça me fait beaucoup de bien au moral. Et il y aura donc les ouvertures des calendriers de l'Avent. Donc, ça veut dire que moi, concrètement, à partir du 1er décembre, je suis en vlog tous les jours. Ce qui n'est pas le cas en ce moment, donc j'enregistrerai tous les jours et je vous mettrai ça par bout. Quand est-ce que je couperai un vlog? Quand il y aura trop de temps, voilà. Je peux pas vous dire, ce sera pas forcément un vlog sur 3 jours, ce sera pas forcément des vlogs sur 5 jours, j'en sais rien, ça va être comme j'enregistre en fait. Il y a des jours où j'aurai peut-être beaucoup de choses à vous dire, genre une journée comme celle-ci, ça fera peut-être un vlog, une journée, un vlog. Et ben voilà, et du coup après, je les mettrai en ligne tout au long de la semaine, si j'en ai beaucoup, je passerai à 4 vidéos par semaine, et puis sinon pour les autres jours, on reste sur nos podcasts lecture, hein. Honnêtement, j'ai
j'ai beaucoup encore à enregistrer. Là, au moment où je vous parle, si je me mettais à enregistrer des podcasts lecture, parce que mon bac est plein de livres lus, là, je serais déjà largement dans les vidéos de décembre. En même temps, cette vidéo, j'enregistre une semaine en avance. Mais là, ça m'embête quand même de déjà enregistrer des vidéos qui vont sortir dans 2 semaines et demie, 3 semaines, quoi. À un moment donné, c'est bien d'être organisé, mais c'est bon. Donc, il y aura toujours des podcasts lecture à voir. Est-ce que je fais d'autres choses ou pas? Je pensais vous faire une vidéo pâle des comédies romantiques de Noël et en même temps, je ne sais pas, j'hésite. Voilà, je ne sais pas. Mais bon, j'espère que cette idée de Vlogmas vous convient. Ce sera, voilà, très large, hein. Alors, je vais pas aller jusqu'à vous parler de ma vie privée, de sorties que je peux faire en lien avec Noël et tout. C'est pas le but. Je pense rester sur ces 3 thèmes. Lecture, tricot, calendrier de l'Avent, et ça me paraît pas mal, voilà. Donc rythme un peu dense parce que j'enregistrerai tout le temps, mais voilà, le truc c'est qu'il y aura certainement un décalage puisque quand je vais vous ouvrir, enfin comme vous voyez mon organisation, en fait j'ai vraiment beaucoup d'avance sur mes vidéos en fin de compte, ce qui m'arrange parce que j'ai pas été très en forme ces dernières semaines, ces 2 dernières semaines, ces 10 derniers jours, et ça m'a permis quand même d'alimenter ma chaîne YouTube, donc c'est bien d'avoir de l'avance quand même, mais vous allez voir un décalage, hein, c'est-à-dire que la vidéo du premier... si j'enregistre par exemple 1er, 2, 3 décembre, cette vidéo vous l'aurez peut-être le 7-8 décembre en fait, hein. Donc attendez-vous à un petit décalage comme ça. Après ce sera à moi de réussir sur la fin à pas mettre le Vlogmas où il y a le 24 décembre, à pas vous le mettre le 31 décembre, ça n'aurait aucun sens. Voilà. Bah écoutez, je vous ai dit plein de trucs, vous avez été dans ma tête là pendant un petit moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et tout. Vous voyez, c'est un peu du blabla de tout autour de la lecture et tout ça. Mais ça reste de la lecture, hein. Ça s'appelle vlog lecture, hein, et qu'on est sur une chaîne où je parle de lecture et de tricot. Voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite de super bonnes lectures. Et puis, si vous avez aimé, si vous voulez motiver, c'est le moment pour le lire. Mais Léo de Hurlevent, je sais pas. Voilà, allez, à bientôt.